Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. L'Olympique Lyonnais s'impose contre la JOCR 2 buts à 1, un but en première période signé TT sur un service de Karl Toko Ekambi, un but en seconde de KTE sur un corner de Ryan Cherki, réduction du score en toute fin de match des Auxerrois. Victoire de 1 donc, c'est le troisième succès en 4 journées, ce sont les 8e, 9e et 10e points engrangés par l'OL qui pointe à 3 unités du podium mais avec un match en moins qui sera joué contre Lorient semaine prochaine, mercredi, juste avant la rencontre de Ligue des Champions Tottenham-OM. Entre les deux, avant le déplacement à Lorient, il y aura la réception d'Angers, c'est samedi soir. Donc l'OL fait plutôt un bon début de saison d'un point de vue comptable, pourrait même faire un super début de saison avec 2 victoires en plus. Qu'est-ce que ça donne dans le jeu ? C'est ce que je vais essayer d'analyser aujourd'hui en me basant sur la rencontre d'Auxerre, mais qui nous permettra de souligner plusieurs éléments qu'on a observés, plusieurs tendances qu'on a observées depuis le début de saison. Et on va essayer de répondre à la question, est-ce que l'OL est prêt pour 2022-2023 ? Est-ce qu'au-delà des résultats, l'Olympique Lyonnais manifeste les caractéristiques techniques et tactiques d'une équipe qui est prête à relever le défi de sa saison, a priori aller accrocher le podium. Est-ce que c'est une équipe qui en montre les caractéristiques et la compétence ? Donc on va commencer l'analyse tactique en rappelant brièvement le système qui était en place contre Auxerre ce soir. C'était comme d'habitude du 4-3-3 avec cette ligne de 4 qui bouge plus trop depuis quelques temps. Malo Gusto, Thiago Mendes, Castello Luqueba et Nicolas Tagliafico. Dans l'entrejeu, un entrejeu un peu de new look, on avait encore Johan Le Pénant en 6. Maxence Cacré faisait son retour en tant que titulaire et ensuite on avait Romain Fèvre en milieu relayeur droit. Assez original, on va voir ce que ça a donné. Et la ligne de 3, elle, c'est la même depuis un moment aussi. Tété, ailier droit, Lacazette en pointe, numéro 9, qui décroche beaucoup. Et Karl Toko Ekambi sur le côté gauche, qui rentre pas mal, demi-espace. Mais voilà en gros à quoi ressemblait l'Olympique Lyonnais. Je rappelle juste avant de démarrer que cette vidéo est sponsorisée. Elle est sponsorisée par mon partenaire Manscaped et on en parlera un petit peu tout à l'heure. Je vous mettrai le segment sponsorisé, il sera indiqué dans la barre de visionnage à toutes fins utiles. Voilà pour la composition. Le banc aussi, c'est quand même un truc important. Quand on rappelle le 11 de cette OL, désormais privé de Lucas Paqueta, qui est signé à West Ham. Le banc, bon, t'as du matériel offensif. Ryan Cherki, Corentin Tolisso, Jeffrey Adelaide, Moussa Dembélé. On ne voit pas aussi sur cette image, mais il y a Bradley Barcola, je pense, qui est peut-être là-bas. Donc, t'as des subs aussi pour impacter la rencontre, en tout cas d'un point de vue offensif. Je crois quand même que l'effectif mériterait une petite retouche peut-être dans les quelques heures qui restent. Mais bon, ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter. Quoi qu'il arrive, j'ai envie d'insister sur un point vraiment tout au long de cette vidéo, c'est la pression. Je crois qu'une bonne saison pour l'OL, si on essaye déjà d'anticiper et de répondre à notre question, je crois qu'une bonne saison pour l'Olympique Lyonnais passera par sa capacité à implémenter de la pression et de la contre-pression. Pourquoi ? Je vais dire 4 réponses en gros. D'abord parce que bon, c'est ce qui te permet de pratiquer un foot moderne, on le voit depuis une décennie, peut-être plus. Les équipes qui réussissent à presser, à gratter des ballons dans la moitié terrain adverse, généralement, ça se passe plutôt bien pour elles. Donc, disons que le foot moderne et la structure du foot moderne montrent que c'est une stratégie qui est assez pertinente pour n'importe qui. Mais pour l'OL en particulier, je veux dire, parce que déjà, c'est une équipe qui ne joue pas de Coupe d'Europe cette saison. Donc, a priori, qui a le réservoir physique et le bagage physique pour encaisser une saison de pressing et de contre-pression. C'est un peu ta carte, ton avantage concurrentiel à jouer par rapport à d'autres équipes qui ne l'ont pas, qui eux jouent des Coupes d'Europe, qui eux vont jouer plus de matchs dans la saison. Donc peut-être que c'est la possibilité de matérialiser cet avantage-là en quelque chose que tu fais de différent sur le terrain. Troisième truc, je dirais parce que cette OL est bon dans les petits espaces. Avec ballon, c'est une équipe qui a pas mal de qualité technique dans les zones axiales. Du coup, tu as envie de lui donner le maximum de phases de possession dans la moitié de terrain adverse. Du coup, la pression est pas mal pour ça. Surtout, une équipe qui est très bonne dans les petits espaces, dans la manipulation des petits espaces, le jeu en une touche autour de la surface. C'est aussi que c'est une équipe qui n'est pas très bonne pour attaquer la profondeur dans les grands espaces. C'est une équipe qui est assez pertinente avec ballon dans les petits, mais pas trop dans les grands espaces. Il n'y a pas vraiment de joueurs, à part peut-être Toko Ekambi sur certaines phases, peut-être Bradley Barcola, mais ta pointe par exemple, c'est pas vraiment un gars qui prend la profondeur en transition, après que tu aies défendu bas devant ta moitié de terrain, devant ta surface de réparation, pardon. Donc si tu n'es pas très pertinent sur attaque rapide pour aller attaquer 50-60 mètres, c'est mieux d'être une équipe qui contre-presse et qui gagne ses ballons dans la moitié de terrain adverse plutôt que d'aller reculer, d'être campé devant ta surface et après, qu'est-ce que tu fais à la récupération ? Donc ça, c'est le troisième point, un peu long, désolé.
Et enfin, le quatrième point, c'est que l'OL est assez fébrile défensivement. Ça, c'est un peu une constante. Encore plus dans les grands espaces. Mais du coup, la contre-pression est tellement importante pour avoir le moins de temps possible à défendre. Être le moins de temps possible sans ballon. Je pense qu'une bonne saison pour l'OL, ça passe par finir tous tes matchs quasi à 65-70% de possession. Donc c'est pour ça que la pression est vraiment fondamentale. Et on a vu plusieurs phases. Je pense que sur la première mi-temps, il y a eu plusieurs phases assez intéressantes de ce point de vue-là. On va le voir déjà ici, au bout d'1 minute 34, avec Alexandre Lacazette en leader de pression. On le voit très clairement, tête baissée, en train d'imprimer ce mouvement après Auxerre qui revient et qui refait circuler autour de sa ligne de 4. Alexandre Lacazette qui imprime la pression et derrière ça va suivre Johan Le Pénan, on voit le corps. Romain Fèvre aussi, Karl Toko Ekambi. Bon, lui était vraiment le référent. Alexandre Lacazette était vraiment le référent, le leader de cette pression. Derrière, on voit que les organismes se mettent en marche. Bon, ça se passe plutôt pas mal. Je pense que sur la communication, ceux qui parlent le plus, on le voit là, Alex Lacazette qui indique à Romain Fèvre de venir cadrer à ses côtés. Il faut quelqu'un pour venir cadrer le deuxième central pour empêcher Auxerre de progresser facilement. Johan Le Pénan aussi qui donne quelques indications et qui sont assez versés dans cet exercice. Cacré aussi, même si là j'ai pas la capture exacte. Ça se passe plutôt bien là, Auxerre doit faire circuler, aller sur son côté, et 10 secondes plus tard, après les avoir un petit peu coincés le long de la ligne de touche, on le voit ici par exemple avec la montée de Malo Gusto qui est pas mal dans ce registre, Johan Le Pénan qui couvre bien sur la largeur et qui aime bien défendre en avançant, Maxence Cacré aussi qui est hyper haut, et bah ça se passe plutôt pas mal et l'OL réussit à gratter un ballon au bout de 2 minutes assez haut sur le terrain, c'est vraiment encourageant. Ok, 4 minutes de jeu, 3,35. Un petit peu plus tard, typiquement une situation où la contre-pression est utile. Donc un ballon intérieur qui est cherché par Thiago Mendes à destination d'Alexandre Lacazette, mais il est intercepté. Il est intercepté là par le numéro 97 de la Auxerre. Il est intercepté. Derrière, il y a potentiellement une transition offensive ou une phase de possession à lancer pour Auxerre. Du coup, il faut aller contre-presser. Idéalement, il faut tout de suite aller récupérer le ballon dans les 5 secondes qui suivent avant que l'adversaire puisse étendre son jeu. Tu veux, typique Cruyff, rendre le terrain petit quand l'adversaire a le ballon, grand quand toi tu l'as, mais petit quand l'adversaire a le ballon. Et la phase de relance, le moment de récupération de l'adversaire, c'est le moment pour le faire. Donc qu'est-ce que fait l'OL dans cette configuration ? C'est pas trop mal, donc on voit Alexandre Lacazette qui y va, Romain Fèvre qui revient, on voit Mathéus Tété donc qui cherche, qui anticipe sur cette passe en retrait, qui va aller presser le porteur, donc qui est lancé pour le faire. Mais pour moi ce qui manque c'est que Romain Fèvre ici se replie un peu machinalement, il n'y a pas vraiment d'idée, je crois que voilà, on revient un petit peu tranquillement. Et le problème c'est que ce gars-là pour moi il doit être couvert par le mouvement vers l'avant d'un gars, pas le mouvement vers l'arrière de Romain Fèvre. Et donc pourtant, c'est ce que Romain Fèvre fait ici. Il vient couvrir potentiellement cette ligne de passe, ou comme je dis, se replier un petit peu instinctivement. Alors que pour moi, il faut réussir à angler sa course. Et donc, Fèvre était ici. Réussir à angler ta course pour mettre le porteur sous pression, le prendre à 2 en pince, tout en bloquant l'accès, la ligne de passe au défenseur central ici. Et c'est pas vraiment ce qui est fait. Là, il est un peu pris dans le no man's land du triangle et finalement, il sert un peu à rien dans cette position. Auxerre peut repasser derrière et bon bah là, c'est très difficile. Là, le terrain a été rendu grand en possession pour Auxerre. On voit Alexandre Lacazette qui, encore une fois, se fait le leader de cette pression. Lui se défonce et il va au sprint pour essayer de replacer son bloc défensif dans une bonne posture. Bon, la distance avec le porteur reste trop grande, mais Auxerre manque de qualité technique, le jeu écarté et peut-être un poil trop derrière, ça fait que tu es sur un ballon qui est haut, et du coup, sur cette remise du latéral vers le joueur intérieur, l'OL récupère le ballon. Mais bon, pour moi, ça reste quand même une phase de relance là où tu n'as pas vraiment mis les ingrédients, alors qu'il y a quelque chose à faire. Et bon, derrière, Auxerre réussit
relativement à s'en sortir. On voit qu'il y a de la communication, notamment de Maxence Cacré qui dit « Allez, quelqu'un ici pour couvrir le joueur intérieur ». Et Johan Le Penant va suivre. Le Penant va suivre, ce qui permet à Cacré d'aller presser le nouveau porteur. Le Penant, ok. Bon, ces deux gars-là, ça, ils ont ça dans leur arsenal, ils ont ça dans leur registre, à défendre en avançant, couvrir les bonnes zones pour presser. Ça fait partie de leur jeu. Donc il y a peut-être un espoir pour l'OL par rapport à ça. Avec ces deux gars-là, peut-être Le Penant en tant que 8 plutôt qu'en 6, pour qu'il puisse plus facilement défendre en avançant. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire. En l'occurrence, le ballon est un petit peu trop haut. Le Penant, bonne tête, bonne remise pour Alexandre Lacazette. Et voilà, là on va pas parler que de la pression dans cette vidéo, on va y consacrer plusieurs séquences, ça va être une longue vidéo je crois. Mais il y a aussi des choix dans le dernier tiers qui demandent un petit peu de travail. Ici donc Lacazette qui le reçoit en une touche va mettre un ballon renversé à destination de Toko Ekambi. Déjà techniquement ce sera pas réussi, ce sera trop long, mais même c'était clairement pas la bonne solution. Je pense qu'un contrôle là pour se mettre dans le sens du but, fixer et ensuite aller décaler TT ou alors avancer tout seul, bien mieux. Et ça se voit sur la suite de l'action que c'était un mauvais choix. Lyon a manqué de justesse technique, beaucoup j'ai trouvé à l'approche du dernier tiers, mais a aussi pêché dans les choix, tout simplement les choix qui ont été faits. Et derrière, on voit que le ballon pour Karl Toko Ekambi, il est trop long. Je crois qu'il y a aussi des progrès à faire. J'aime beaucoup Alexandre Lacazette sur plein de points, mais je pense qu'il y a aussi des progrès à faire sur l'attitude. C'est déjà quelque chose que j'avais souligné dans ma vidéo à l'époque. Un peu trop râleur et un peu trop pessimiste sur certaines situations. Typiquement là, ok, elle a passé raté, il s'en veut, il tape un petit peu dans le sol. Et pourtant, très vite, il va se retrouver dans une situation où il y a quelque chose à faire. Et il a un petit peu déconnecté le cerveau. Et du coup, je ne sais pas s'il est parfaitement calibré mentalement pour être dans la bonne position, pour se remettre dans son action. Et quand la passe de Cacré est un peu trop longue, elle est interceptée ici par le défenseur central qui relance, il n'y a même pas trop un geste pour mettre le relanceur sous pression. C'est un peu un geste de dépit. On ne voit pas très bien sur le screenshot, mais en gros, voilà, juste il tape comme ça un peu dans la terre. Et il est vraiment dégoûté. Et ça, c'est au bout de 4 minutes de jeu. C'est une attitude qui m'interpelle un petit peu. Je pense que mentalement, il faut faire quelque chose de mieux. Donc voilà, on va passer sur toute la suite de la vidéo, plein de séquences à débriefer. Comme je vous dis, ça va être un petit peu une overview longue de la situation tactique de l'Olympique Lyonnais. Mais avant ça, un mot avec notre sponsor du jour, le sponsor du jour, Manscaped. Alors les amis, comme évoqué en intro, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée. Elle est sponsorisée par ce qui commence à devenir un des partenaires de la chaîne. C'est la 3e fois qu'on en fait un segment sur la chaîne, Manscaped. Comme je l'expliquais à l'époque, donc Manscaped, solution de rasage pour les parties intimes masculines avec la Lawnmower 4.0 qui est vraiment leur outil phare, la LED, etc. Peut-être que vous commencez à connaître. Ils ont une idée en ce moment autour de l'été, ils appellent ça la période de grande chaleur, et du coup il y a tout ce performance package 4.0 avec donc la Lawnmower 4.0, avec le Weed Whacker dont on parle parfois aussi pour les poils de nez, avec quelques déodorants, lotions toniques, etc. Voilà. Tout ça, c'est inclus dans le Performance Package 4.0 pour l'été, pour cette période de grande chaleur. Si ça vous intéresse de franchir le pas, tout ça donc, c'est sur leur site et vous avez 20% de réduction sur tout le site, plus les frais de livraison offerts avec le code promo WILOU. Donc 20% de réduction plus frais de livraison offerts avec le code promo WILOU. Merci à vous pour votre patience sur ce segment sponsorisé. Merci à Manscaped d'avoir sponsorisé la vidéo, c'est cool aussi. Et tout de suite, on retourne à notre analyse. Et voilà, on est reparti. Un point que j'avais envie de souligner quand même, c'était le bon match de Tagliafico. Ça, je dirais que c'est dans les points positifs, dans ce que l'OL a bien fait sur cette intersaison. C'est au moins défensivement et même sur la volonté, l'envie, des courses qui ont été faites. Vraiment, je pense que c'est pas mal. Pour le coup, il y a eu une bonne prise au poste de défenseur gauche. Et là, j'ai mis cette petite séquence parce qu'on le voit défendre avec beaucoup de science sur son vis-à-vis, se placer devant, tomber, obtenir la faute. Et costaud dans l'impact, costaud dans le duel. Très volontaire sur toutes ses courses. J'aime bien Tagliafico. Sur cette séquence, je pense une autre séquence de pression qui est plutôt pas mal pour le coup. Ça me plaît bien. Je pense que c'est une de celles qui est les plus réussies. Sur un ballon qui vient d'être perdu par l'OL, donc c'est de la contre-pression. Mathéus Tété qui fonce sur le porteur, ok. Et il n'est pas le seul. Ça, je pense que c'est une des séquences qui est plutôt bien réussie pour Lyon. C'est qu'il n'est pas seul. Il est accompagné ici par Romain Fèvre. Il est accompagné ici par Johan Le Penant. On a des corps qui sont orientés vers le ballon et il y a la volonté de mettre de la densité
dans cette zone de mettre le porteur sous pression. Ça aboutit sur une passe longue et verticale, mais Thiago Mendes anticipe bien. À nouveau, derrière, on voit la course de pression de Johan Le Pénant vers l'arrière, la pince, la prise à 2 et même à 3 avec Romain Fèvre qui est bien revenu, et c'est finalement même Fèvre qui va gratter le ballon. Et l'OL récupère un ballon dans la moitié de terrain adverse et va réussir à enclencher une nouvelle phase de possession. Ça, c'est vraiment cool. En plus, je crois que c'est 20 secondes plus tard, c'est dans la continuité de cette action, que Karl Toko Ekambi se procure une bonne situation, avec une feinte de frappe, une deuxième là. Ce qui a manqué dans ce match, c'est aussi, comme on l'a dit, les choix et la simple qualité de finition. Je pense que là, il y a plusieurs choses que tu peux faire. Tu peux essayer d'enrouler plutôt au second poteau, c'est ce qui semble s'imposer. Tu peux la mettre directement à Alexandre Lacazette, qui est libre, et on peut imaginer que là, pied gauche, il peut tenter une reprise en un coup. Même moi, je comprends l'idée de vouloir frapper, mais alors, soit plutôt là, soit tu fermes carrément le pied, et c'est là que techniquement c'est raté. Tu fermes totalement le pied, tu essayes de prendre le gardien à un contre-pied. Peut-être que tu te dis que cette zone va être bloquée par le défenseur, et le problème, c'est que c'est en plein milieu, c'est pile sur le gardien. Donc, je pense que le choix est pas top, mais le geste aussi est raté. Et il y a eu plusieurs situations comme ça où l'OL a manqué un peu de qualité dans la zone de finition. J'aime bien quand même la course de contre-pression derrière de Maxence Cacré qui vient en chasseur ici. Seul mais en chasseur. Et la faute, honnêtement, elle est assez sévère. Je pense que, comme on le voit là, il n'y a pas vraiment faute, mais elles font partie de celles qui sont assez classiquement sifflées en Ligue 1. Ce qui pose peut-être une autre question, un autre débat, c'est à quel point est-ce que tu peux jouer la contre-pression en Ligue 1 ? À voir, je trouve que les arbitres laissent quand même un peu plus jouer qu'il y a quelques années. Sur une autre situation, là, une autre finition un peu gâchée, ratée d'Alexandre Lacazette, mais elle est bien déviée par le défenseur. Hop, Costil la sort. Et derrière, il y a la chasse de Tagliafico, d'Alexandre Lacazette aussi, qui fait cette course de repli, ou cette course de, même pas de repli, de défense en avançant. C'est ça justement qu'il faut faire. Et qui récupère. Derrière, tu peux enchaîner sur une autre occasion. Ça revient sur Cacré qui déclenche longue distance. C'est sauvé par Costil. Mais à nouveau, une phase de pression de Tagliafico. Et derrière, l'OL gratte un ballon haut. Une touche sur laquelle Tété va déclencher un tir qui sera contré. Et encore une fois, derrière, sur ce tir contré, il y a de la contre-pression, en l'occurrence de Malo Gusto, qui, face à Ruizatil, réussit à remporter le duel. Et à nouveau, quand il y a de la pression réussie, ça se passe généralement à 2. Par Tété. Et là, sur cette séquence, donc, l'OL vient de gratter 3 ou 4 ballons hauts en l'espace de 2 minutes, grâce à son intensité, son énergie à la contre-pression, son envie et le fait que ses courses soient accompagnées. C'était peut-être la meilleure séquence de l'OL dans ce registre sur ce match. Et on voit que donc l'OL peut enclencher une nouvelle phase de possession. Auxerre, sur ce moment-là, sortait pas de sa moitié, c'était très bien. Ici, en revanche, ce qui est mal fait, donc on le voit, c'est quelques minutes plus tard, sur un ballon qui est contré, en tout cas Auxerre vient de reprendre le contrôle. Il y a trop d'espace et les courses sont trop vers l'arrière. Il y a trop de repli ici, pas assez de courses en avançant, ce qui fait que Le Pénant là est un petit peu dans le no man's land. Je crois que ça provient aussi du fait que Tété, Toko Ekambi, les courses sont pas assez intenses. Du coup, là, tu as ce gars-là qui est libre, seul, et je pense que Tété, bon là, grosso modo, il sert à rien, son positionnement sert à rien. Il faut commit quelque part et il faut venir chasser le gars là avant que la passe soit réalisée. Il ralentit un peu sa course. On voit pourtant qu'il est devant là au départ, mais sa course de repli est un peu lente et finalement, celui qui deviendra le porteur finit devant lui sur l'action. Ça, c'est un peu dommage parce que ça permet à Angers d'aller écarter, d'aller trouver une situation, d'aller s'installer un peu dans le camp adverse et l'OL n'y reviendra pas avant 1 minute, ce qui est dommage quand tu restais sur une bonne séquence. Un truc que j'ai bien aimé dans ce match, c'est la position de Tagliafico ici. Souvent demi-espace en tant que premier initiateur des actions et ça permettait à Cacré d'être un peu plus haut où il est plutôt intéressant dans les petits espaces. Toko Ekambi aussi, proche d'Alexandre Lacazette, beaucoup demi-espace, voire très axial. Là, c'est assez fou que Cacré soit le joueur le plus excentré de l'action. Et ça a plutôt bien marché, même si Toko Ekambi, dans la qualité technique, cette passe par exemple, elle est coupée, et ensuite, parce qu'il s'en sort avec des contres favorables, ensuite la frappe, je pense que c'est vraiment pas le bon choix. Là, tu dois décaler sur Tété. En avançant, il y a ensuite un centre en retrait, ça c'est, je veux dire, c'est une action assez classique, même on peut imaginer Cacré au second poteau qui s'est fait un peu oublier, alors que là tu déclenches et
elle sera bloquée à 100%, il n'y a pas d'espace vraiment pour aller la mettre. C'est une frappe à très très faible volume, très faible volume d'expected goal. Dommage de ne pas tenter quelque chose d'un petit peu plus élaboré. En plus, il y a le temps pour, donc vraiment un mauvais choix. Et ça, on l'a un petit peu trop vu. Parmi les choses positives, une chose qui m'a plu, c'est Malo Gusto. Je pense qu'il a continué de montrer sa qualité dans le 1 contre 1. C'est un vrai latéral droit d'élimination, ce que n'est pas Tagliafico. Donc c'est quand on se positionne un peu sur est-ce que l'OL est bien équipé pour 2022-2023, je pense qu'on a encore vu un bon match de Malo Gusto. Ça, c'est quand même cool, encourageant. Le fait de le garder alors qu'il était sollicité par Barça, Manchester United. Cool de le garder, et j'ai bien aimé cette feinte de frappe et ralenti un peu, ralenti puis réaccélère. Hop, sur Kaiz Ruiz a-t-il pour l'éliminer, et derrière la touche de balle pour hop se positionner tout de suite dans la zone préférentielle de centre. Ça, c'est vraiment très fort. Il y a l'élimination, mais derrière en une touche, hop, il réussit à se positionner là et faire vraiment la différence par rapport à son marqueur. Ça, c'est quelque chose qu'il fait très souvent. Juste dommage que derrière, la passe soit mauvaise, parce qu'en plus il y avait plutôt un bon appel d'Alexandre Lacazette au premier poteau. Le défenseur anticipait là, et en fait la passe elle va être là un peu pour personne. Soit tu la mets en retrait, totalement en retrait, soit plus au premier poteau, là pour la case. Mauvais geste technique, je pense, au-delà du mauvais choix, juste mauvaise exécution technique, alors qu'on le voit là, il y avait quelque chose d'intéressant à faire au premier poteau. Dommage, parce que l'élimination c'est peut-être le plus dur, mais derrière l'OL doit encore pas mal bosser sur ses centres, je trouve. Une phase de pression qui est initié à nouveau par Alexandre Lacazette, on le voit là, sur un ballon négatif joué par la JOCR. Lacazette a fait les efforts sur au moins la première demi-heure, et ce que j'aime bien, c'est on voit qui sont les relais de cette phase de pression. Typiquement, Maxence Cacré, là, il va et signale à Castello Luqueba derrière lui, ok, occupe-toi de lui, comme ça, moi je peux aller sur le porteur et tout le bloc monte. D'ailleurs, on voit que c'est ce que Alexandre Lacazette est en train de demander. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de synchronisation. Je trouve que Karl Toko Ekambi est beaucoup trop bas aussi. Et l'espace qu'il y a entre les joueurs qui vont faire la course de pression et le reste de cette ligne, il y a trop d'espace. Celui qui m'interpelle en particulier ici, c'est Romain Fèvre, qui est là au niveau de ses défenseurs centraux. Il est sur la ligne de défense, alors que Cacré est là et Le Penant est là. Et Fèvre est censé être le milieu sur le papier le plus avancé des trois. À égalité sur le papier théoriquement avec Maxence Cacré, mais c'est un profil plus offensif, plus de dernier tiers que Cacré. Pourtant, il se retrouve là, pointe basse de ce triangle de l'entrejeu. C'est un peu dommage, et avec plus d'efforts là, typiquement tu mets un Fèvre ici, Le Penant là qui peut grimper, Cacré peut aller mettre la pression, et tout ce bloc peut plus vite remonter plutôt que d'aller subir derrière, parce que c'est trop facile pour Auxerre, il y a trop d'espace. Et quand il y a trop d'espace, impossible de presser. Je pense que quelque chose, ça c'est une séquence qui m'a un petit peu marqué, sur la pression qui est tellement essentielle pour l'Olympique Lyonnais cette saison, c'est que c'est aussi mental. Je ne sais pas à quel point il y a la compréhension que c'est quelque chose d'important. En fait, là, une phase de relance pour Auxerre, donc qui repasse un peu derrière, mais qui est un peu mis sous pression par Alexandre Lacazette, qui vient ici. Et cette passe, elle est un peu trop longue, elle est un peu ratée, donc Romain Fèvre, il va, mais il va surtout pour gagner le ballon, ce qui est compréhensible, ça peut être un bon ballon à exploiter. Mais quand le ballon n'est pas gagné et que le défenseur donc dégage un peu en catastrophe en touche, que donc il n'y a pas de récupération de balle ici, mais l'OL passe d'une phase où il était en train de défendre là son dernier tiers à, en 2 passes dont une ratée, récupérer une touche là et pouvoir lancer une phase de possession. Il y a surtout de la frustration en fait. Dans le body language de Fèvre, là, on le voit, il va faire un mouvement de bras. Dans celui, le langage corporel ici d'Alexandre Lacazette, il y a la frustration de ne pas avoir gratté un ballon de transition offensive là tout de suite, alors que ta pression a payé. Tu viens d'aller gagner un ballon dans la moitié de terrain adverse, et maintenant tu vas pouvoir réenclencher une phase de possession. On l'espère longue, s'il y a de la contre-pression en plus. Et le fait que les joueurs soient frustrés après cette action, ça m'interpelle un peu. Je ne sais pas si l'idée est passée, que ça c'est une très bonne chose qui vient d'être faite. Donc quand tu ne reconnais pas ce qui est fait de bien, ça ne m'étonne pas aussi que parfois sur certaines attitudes, on ne voit pas trop d'efforts mis pour aller presser. Voilà, c'était un peu dommage de voir ça, et assez parlant. À nouveau, sur ce qui était plutôt cool, on le voit, le positionnement de Tagliafico là, celui de Cacré intérieur, et Toko Ekambi donc, qui peut aller trouver l'espace là. Ça, c'est sur le premier but, avec le service de Toko Ekambi pour Tété
d'un couloir à l'autre, d'un demi-espace à l'autre. J'aime bien, c'est l'appel de Maxence Cacré, l'appel de Maxence Cacré intérieur, ce qui fixe un petit peu plus ce défenseur central, ou peut-être l'attire un poil là, et va ouvrir l'intervalle pour que Tagliafico envoie sa passe. Bon appel intérieur, même quand t'es pas servi, ça sert. Et on le voit là, Tagliafico, le gars qui est un peu resté fixé là, qui est focus sur Cacré, l'intervalle est ouvert, hop, Toko Ekambi est servi, et là la distance avec son vis-à-vis est trop grande. Il a beaucoup d'espace pour avancer et il va pouvoir aller servir au second poteau Matheus Tété qui conclura dans le but vide du pied droit. Hop, on dézoome et on va bien le voir là. Super centre pied gauche, Tété qui conclut dans le but vide pied droit. C'était bien joué et le positionnement de Tagliafico, la supériorité numérique qu'il a permis d'avoir là, la bonne passe dans l'intervalle, c'était très le Tagliafico de l'Ajax ça. Dans cette position en possession, je l'ai vu au stade il y a quelques mois, à l'époque, fin de saison dernière, très ajacide comme mouvement. Et donc l'OL conclut 1-0, Toko est content. Et tout le monde est content. C'était plutôt une bonne première demi-heure, même si après l'analyse, en revoyant les images, je trouve qu'il y a des choses qui méritaient d'être corrigées. Ok, ça c'est une phase qui m'a particulièrement marqué. Sur ce 6 mètres pour Auxerre, il y a une incompréhension totale sur qui doit être où. Johan Le Pénant, Romain Fèvre, Maxence Cacré, on va le voir, Toko Ekambi qui revient. Qui couvre le deuxième central? Tu veux couvrir ce deuxième central. Tu veux rendre la progression d'Auxerre difficile. Bon, finalement, Costil va relancer long parce que Auxerre ne voulait jamais, entre guillemets, passer par la relance courte. Il avait presque abdiqué dès le début. Mais tu veux quelqu'un là. Et c'est ce qui est indiqué. Qui est-ce que ça doit être? On voit Fèvre qui est en train de dire à Le Pénant, vas-y toi. Cacré qui dit qui va sur lui. Peut-être Tété y va. Moi, je pense qu'il faut que Tété y aille et que Fèvre ne soit pas tourné dos au jeu et que Fèvre occupe cette position-là. Ou alors tu peux avoir Toko Ekambi là ou Lacazette là, Toko Ekambi, mais il faut réfléchir à quelque chose. Et je pense peut-être que c'est Romain Fèvre, son positionnement qui pose problème. En allant plus haut, il permettrait à Tété d'aller plus haut parce que lui, si lui avance, peut-être que tu laisses une situation un peu de 2 contre 1 pas facile à négocier. Et je pense que c'est peut-être la faute de Romain Fèvre. On voit que Peter Bosz, ça c'est 31-02, 31-03, 31-03, c'est la même action. Il est excédé par cette phase. Et je crois, une minute plus tard, donc on voit encore l'incompréhension qu'a créé Le Pénant ici. Une minute plus tard, on voit Bosz en train de parler à Fèvre et je crois que c'était relatif à ce positionnement. Mais voilà, c'est pas de la contre-pression, c'est sur juste un 6 mètres, une phase de relance classique. Mais l'OL ne sait pas trop comment se disposer et ça, je trouve ça un petit peu inquiétant. Sur la qualité technique qui a manqué aussi dans l'attaque du dernier tiers, ça c'est un très bon ballon qui a été gratté par Tété. Et derrière, tu as une bonne situation en plus avec la projection. Je pense que c'est Romain Fèvre là, typique, le triangle comme ça, le Z inversé, qui te permet d'aller progresser vite. Je trouve qu'il manque un petit quelque chose aussi dans la relation technique. La passe, elle n'est pas top, mais elle n'est pas trop mal. Mais là, il y a en compréhension entre les deux. La passe ralentit un petit peu l'action avec son rebond. Idéalement, tu voudrais qu'elle soit à terre et tu peux aller très vite comme ça vers l'avant. Mais je trouve que Toko lit pas parfaitement la situation parce qu'il ralentit sa course pour ne pas être hors jeu. Comme le ballon rebondit et que là, il est sur la redescente jusqu'à ce qu'il arrive là, Fèvre ne peut pas le jouer. Donc, je comprends l'idée de Toko de ralentir. Mais il a clairement trop ralenti par rapport au gars qui fait la ligne du hors-jeu. Et du coup, il part de trop loin. Ce qui fait qu'il ne va pas réussir le ballon de Fèvre, pour lui mettre là, ce serait très, très compliqué. Et en plus, techniquement, ça va être raté par Fèvre. Mais même si là, il lui mettait, tu as perdu un petit peu ton avantage. Et Toko devrait être plus haut, ce qui rendrait le ballon en profondeur plus facile à mettre. Peut-être plus excentré aussi. Bon, ça fait que c'est une situation un petit peu difficile à négocier. Par chance, le ballon retombe sur Lacazette au bout d'un petit contre favorable. Mais là aussi, le contrôle n'est pas top. Alors Lacazette va en vouloir à Tété qui lui pique le ballon. On peut le comprendre, sur l'action, ça ressemble vraiment à ça. Tu regardes le ralenti, le contrôle orienté de Lacazette n'est pas top. Et il atterrit vraiment sur le pied de Tété. Qui derrière conclut très mal, qui finit mal aussi. Mais ouais, petite frustration derrière, compréhensible. J'aime bien en revanche la réponse de Lacazette qui, pour le coup, ne grogne pas trop. C'est un peu la réponse que j'aurais aimé voir 30 minutes après avoir un petit peu fait la gueule. Et il va initier la pression. Gusto répond bien. Je trouve que Gusto, pour coincer le long de ligne de touche,
on ne voit pas très bien ici, excusez-moi à cause de mon visage, je trouve que lui répond bien, il est bien un deuxième presseur, Le Penant aussi. Avec Gusto et Le Penant ici, tu peux réussir à faire des triangles, et je trouve que l'OL a assez bien enfermé dans cette zone. C'est la zone peut-être où il y a eu le plus de ballons grattés. Et ça va être le cas finalement avec Gusto qui récupère, et derrière l'OL va avoir je crois une situation qui est plutôt intéressante. À nouveau ici, dans cette zone, voilà, ça c'est quelques 15 secondes plus tard, à nouveau dans cette zone, un ballon qui est gratté. Mais pour le coup, je pense que, et c'est ça aussi un truc dont j'avais envie de parler, c'est à quel point est-ce que les ballons qui ont été grattés, c'est de la pression réussie par Lyon, ou c'est juste qu'Auxerre, techniquement, c'était assez pauvre. Et là, typiquement, bah tu vois, l'intervalle là, je crois qu'il y a la place, pour mettre la place qui te libère de la pression. Et c'est juste que le gars l'a fait directement dans les pieds de Le Penant. Donc tu t'en sors bien, mais je ne sais pas à quel point c'était dû à ta qualité. En revanche, Le Penant, dans cet exercice, même tout seul, il a des qualités. C'est pour ça que Lyon, je trouve, dans son effectif, et c'est pour ça que je ne baisse pas pavillon trop tôt, Lyon, dans son effectif, a des qualités pour presser. Il faut juste réfléchir à une nouvelle approche et être plus ambitieux, je pense, dans cette phase. Même au niveau de l'entraîneur, de ce qui est demandé. Mais quand ça presse seul, bah, Le Penant, par exemple, là, gratte un super ballon. Et derrière, là, il y avait un truc qui m'a interpellé et qui m'a un petit peu gêné. C'est Toko Ekambi, trop statique ici, qui regarde simplement, alors qu'on voit que Fèvre, ou Tagliafico, pardon, a enclenché sa course de recul, peut-être pour aller soutenir. Toko Ekambi, c'est très statique, jusqu'à ici, ici encore, c'est très statique, il n'y a pas vraiment de déplacement. Et du coup, au moment où Le Penant récupère, il est un peu en retard. Alors que s'il avait été un petit peu plus proactif, sur la phase de pression, c'était un peu plus déplacé là, bah, au moment où Le Penant récupère, il peut déjà enclencher sa course à partir d'ici et être beaucoup plus tranchant. Là, le ballon, en plus, il serait dans le champ visuel de Le Penant, alors que là, je pense qu'il ne l'est pas. Et du coup, il aurait eu une vraie carte à jouer sur cette action, alors que là, il part de trop bas. Et du coup, on le voit, je ne sais pas à quel point on le voit, ici, vous voyez le défenseur qui est là. Et bah du coup, il réussit pas vraiment à prendre le dessus dans son appel. Et là, ok, il la demande avec insistance, et Le Penant peut-être peut encore le servir, mais si Toko est beaucoup plus visible dès le début et est déjà là, c'est beaucoup plus facile. Et il aurait toujours pas été hors jeu en plus. J'ai hyper mal tracé la ligne, mais il aurait toujours pas été hors jeu. Et surtout, derrière, l'attitude n'est pas bonne, donc il n'est pas servi par Le Penant, qui c'est vrai techniquement foire totalement sa conduite, mais il s'énerve, il va faire 2 mouvements très agressifs, pourquoi tu m'as pas servi, mais je pense qu'avec un petit peu plus de proactivité sur la phase de pression, plutôt que rester statique là, il aurait été dans la zone qui lui aurait permis d'exploiter cette position. Et là, il est très énervé, Lacazette aussi, ça râle beaucoup sur les pertes de balles et sur les situations qui étaient frustrantes dans l'attaque du dernier tiers, je comprends, mais c'est dommage. Ok, beaucoup de choses dites sur cette première mi-temps, on va bientôt s'arrêter, mais j'ai souligné quand même 2-3 trucs supplémentaires sur la seconde, qui étaient dans l'ensemble moins bonnes, j'ai trouvé, mais ça m'a bien plu. Sur le 6 mètres, pour le coup, ça faisait vraiment phase travaillée, avant même que le ballon soit touché par Costil, Gusto a déclenché sa course pour aller là, c'était un peu une course masquée, feinte, parce qu'il est resté avec son joueur là, on laisse ce gars-là libre, et après on déclenche le piège de pressing, le pressing trap, et Thiago Mendes fait la course de substitution ou de couvrement, je ne sais pas exactement comment dire, mais il prend le gars qui est laissé libre par Gusto, ça coulisse bien, voilà, c'est une sorte de coulissage de pressing, j'ai pas la suite de l'action, désolé, mais le ballon est récupéré par l'OL. C'est dommage que je l'ai pas. Mais le ballon est récupéré par Lyon parce que Gusto a bien fait la course, parce que Thiago Mendes là, et ça avait bien réussi. Ok, qu'est-ce que j'ai comme autre petite séquence? Bien sûr, le but du 2-0 de Karl Toko Ekambi sur ce corner de Ryan Cherki, qui je pense est un petit peu trop court. Honnêtement, le gars au premier poteau est vraiment fautif. Peut-être j'aurais bien aimé voir Tété qui est un petit peu plus intelligent dans ses appels. Il y a 2 ballons, celui-ci et un autre là. Ça, c'est sur le but du 2-0 qui est refusé à Alexandre Lacazette pour une position de hors-jeu de Tété. À chaque fois sur ces ballons renversés obliques pour aller le trouver dans la profondeur, il est hors-jeu, il part un petit peu trop vite et c'est dommage. Et enfin, ça c'est le but du 2-1, la réduction du score, où là je pense que le problème, on va le voir là sur ce corner qui est joué à 2, peut-être un petit peu trop gourmand, les Castello Luqueba et Thiago Mendes, les 2 défenseurs centraux qui montent,
peut-être encore plus Thiago Mendes où j'ai du mal à comprendre parce que dans le jeu aérien, dans la surface, c'est pas lui que j'envoie en priorité. Lui, typiquement, je le vois plus comme un joueur de couverture sur ses phases de corner. Et les deux montent, du coup, sur le tir contré de Johan Le Pénant, il n'y a plus personne derrière en fait. Il y a Tagliafico qui revient à la course, mais c'est trop tard. Son tacle, d'ailleurs, dévie malencontreusement le tir d'Autrey. Et ça fait 2-1. Donc, ouais, peut-être un petit peu trop gourmand sur cette phase, alors que tu mènes 2-0 à 10 minutes de la fin. Il y a un petit peu de naïveté aussi encore dans la position et dans les choix qui sont faits par la ligne défensive lyonnaise. Et le dernier truc que j'avais envie de mettre en lumière, ça je l'ai tweeté, c'était mon seul tweet de toute la rencontre, parce qu'on avait quasiment 40 minutes de discussion derrière. C'est heureusement que Rémi Rioux a sorti son bras droit à la Manuel Neuer pour sortir et dévier le tir de Gaëtan Perrin à la 89e minute, parce qu'un ancien Lyonnais qui nous plonge dans une nuit ténébreuse et de déprime au Groupama Stadium, c'est comme j'ai dit sur Twitter, j'ai déjà vu ce film et il ne me plaît pas beaucoup. Donc heureusement, le bras droit de Rémi Rioux pour a priori sa dernière titularisation, vu qu'Anthony Lopez va faire son retour samedi. Honnêtement, s'il n'y a pas cette parade, on regarde ce match avec un tout autre angle. Un tout autre angle. Pas là en vidéo sur la chaîne, parce que je pense qu'on a souligné tout ce qui s'est pas bien passé. Mais ouais, les réactions auraient été un peu difficiles et franchement, après le nul catastrophique contre Reims la semaine dernière, dans le jeu c'était hyper pauvre, ça aurait fait mal. Heureusement, très belle sortie, très bel arrêt de Rémi Rioux. Et voilà, Peter Bosz a du travail. Franchement, moi j'ai toujours été un défenseur depuis son arrivée. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à corriger à l'OL. Mais on voit là que sur la phase de pression, il y a trop de lacunes encore. Et il faut faire mieux parce que c'est vraiment la carte que l'OL doit jouer cette saison. Comme on l'a dit, c'est le foot moderne, c'est ton avantage concurrentiel parce que tu as plus de caisse physique que tes concurrents parce que tu joues pas de Coupe d'Europe. L'OL est bon dans les petits espaces avec ballon, pas bon dans les grands. Donc pourquoi défendre devant ton but ? Il faut défendre devant, dans la moitié de terrain adverse, là où les espaces sont petits. Et enfin, l'OL défensivement, on l'a vu encore, c'est naïf, c'est fébrile. Il faut finir les matchs à 70% de possession, ça t'y arrivera qu'avec de la contre-pression. Donc, je veux voir beaucoup plus de pression. J'ai envie de dire sur la première période, c'était un bon début. J'ai vu quelques attitudes qui m'ont plu, mais il y a encore beaucoup de choses à voir. Et voilà, je crois que ça conclut à peu près notre analyse. J'ai été hyper long, je m'en excuse. Après, je sais que les supporters lyonnais m'en voudront pas trop. Parfois, c'est bien d'avoir de la matière et du temps pour discuter de tout ce qu'on a vu. Mais voilà, on y reviendra sans doute au fur et à mesure de la saison. Il reste encore un petit peu de temps là sur le mercato. Il reste, à l'heure où je m'enregistre, quasiment une journée. Je crois que ça se finit à 23h le 1er septembre. Bon, peut-être une dernière prise insoupçonnée. Et sinon, bon, tu as encore 2 journées aussi là contre Angers, contre Lorient, avec 6 points supplémentaires. Tu peux faire un très bon début de saison du point de vue comptable. Pour moi, il faut faire attention à ce que ça masque pas ce qu'on voit sur le terrain. Pour moi, c'est encore insuffisant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage beaucoup. Je me suis pas cassé le pouce, je pense, mais tordu le pouce ce week-end. Aïe, pourquoi j'ai fait ça ? Ce qui explique un peu le faible rythme de vidéo là sur la fin du mois d'août. C'est assez dur de faire des vidéos sur ordinateur avec la souris, le clavier, etc. quand le pouce droit marche pas. Mais ça va un petit peu mieux là, en plus je vais aller chez le médecin. Donc beaucoup de contenu sur les jours qui viennent. Et le second épisode de Mondial qui sort dimanche à 10h. Rendez-vous pour ça. On se retrouve très vite pour la suite. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à bientôt. Bisous.